30 previews. En 30 jours, Yes, sir. on s'approche de la moitié. La belle moitié. Le quasi 15. Alors, on est qu'à 12, mais on s'approche quand même. C'est une belle douzaine. Comment ça va, Alex? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Ça swing. Ça swing à Utah. C'était quoi l'indice? Attitude positive. Positive attitude, Laurie Markkanen. Wow. Pardon, mais... C'est oui. bouclé comme les bouclettes Oui. de Laurie. Hein. Si vous voulez d'autres indices de ce genre-là et de ce type de qualité, vous n'hésitez pas à aller à la fin de la vidéo. Alex va encore nous régaler et vous saurez, peut-être ou peut-être pas, quelle sera la franchise de demain. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes dans les 30 previews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Ça ne bouge pas, les rubriques, elles non plus, elles ne bougent pas. On espère que vous allez bien, parce qu'on va, comme d'hab, faire un petit coup d'œil dans le rétroviseur, bien sûr, évidemment. Pour démarrer la vidéo avec ce qui s'est passé la saison dernière à Utah, on va se régaler. Ensuite, on va dépenser l'argent. Danny Ainge. Tout à fait, de Danny Ainge et de Justin Zanuck sur le marché de l'été avant d'aller dans le bureau de Monsieur Willardy. Voilà, 5 mecs à mettre sur le terrain. Avec la section 5 majeure. On se posera ensuite une grosse question, c'est la pregunta, la question de la mort. On distribuera un petit Gérard d'or si vous êtes sa golden. Sympa. Tout à fait, avec le joueur qui va nous faire cliquer sur Utah Jazz. Et on finit avec... Ça pronostique, ça donne l'avenir. Des codes, tout ça. Un classique de chez classique. Vous savez très bien comment on démarre ces vidéos. Et je répète les mêmes choses encore et encore. Vous allez dans la Descro, il y a probablement un jeu auquel vous allez participer, grand jeu des experts. Si vous allez sur Twitter, il y aura un maillot du Utah Jazz avec cette nouvelle identité visuelle. On ne sait plus quelle est la couleur du Utah Jazz. C'est bleu. Voilà. C'est un bleu un peu foncé. C'est noir, c'est bleu. Voilà. Il y a toujours eu du bleu, bleu foncé, bleu un peu violacé. Ah, moi je dis pas que c'est noir. Mais non, bon, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Non. Faites un effort, Utah. Vous avez des belles montagnes et tout, c'est sympa. Le marketing, faut aussi respecter l'histoire des équipes. Hein. Ouais. Merci. C'est qui avait fait n'importe... Non, j'en parlerai pas. Ouais, non, pas là. Parce qu'il y en a qu'on connaît qui ont fait n'importe quoi, pareil. Allez, faites la preview. Ou de Lasvel. Allez, on va enchaîner avec, bien évidemment... Ah bah, shots fired. Hein. Bah, pardon, c'est vrai. Je suis désolé. Il y a un moment, faut dire les choses. Dans tous les cas, vous allez évidemment sur Insta, sur TikTok, il y aura plein de contenu dans tous les sens. Sur le site de Trash Talk. Avec l'appli Trash Talk, évidemment, vous pourrez avoir la saison complète du Jazz. Qu'est-ce qui va se passer avec Walker Kessler? Est-ce que Willardy peut confirmer? Quels sont les salaires? Est-ce qu'on paye encore en dollars américains? On va pouvoir se régaler. Il reste encore une... Rien. On va se régaler encore. On va se régaler, grosse preview, parce que mine de rien, vrai team. Ça rigole plus à Utah. Take note, on va les prendre à la console maintenant. Exactement. Mais oui, mais bien sûr. Fuck LeBron. Oui. On va pouvoir prendre le Utah Jazz take note, ok? Prenez des notes, comme dirait John Collins, dont on reparlera dans cette émission. On va commencer? Oui, on y va. Allez, parti. Alex. Du côté de Salt Lake City, on se balade en calèche. Et donc, même si on est en calèche, on a le droit aussi de regarder un petit peu dans le coup d'œil dans le... rétroviseur. C'est vrai qu'en calèche, faut se retourner plutôt. Mais bon, ça revient au même. Calme-toi. Moi, je sais pas toi, mais moi, j'avais dit 20 victoires pour le Jazz. Voilà. J'étais beaucoup plus optimiste, j'en avais donné 24. Il y en a eu 37. Donc, effectivement, ni sur le pronostic chiffré, ni sur la manière, on n'y était pas du tout. J'étais plus proche. Moi, je ne l'ai pas du tout vu venir. Le forceur. Pas du tout vu venir. Alors qu'après, quand j'ai commencé à les voir jouer, je me dis, mais oui, bien sûr, équipe un peu revancharde et tout. Après, c'est vrai que on va tout de suite venir au gros truc quand même de la saison du Jazz, au-delà même des wins et tout, qui finalement les ont pas emmenés en playoff ni rien. Mais par contre, putain, Laurie Markkanen, voilà la saison quand même. M.I.P. M.I.P. All-Star. À domicile. All-Star Game à Utah. Le patron et représentant, c'est Laurie Markkanen. Ça va les Cavs? Ça va les Bulls? Laurie Markkanen à ce niveau-là, là? Pardon. Incroyable saison de Laurie entre deux services militaires en Finlande. Il nous régale absolument avec ses bouclettes. Impressionnant. Oh là là. Alors lui, maillot bleu, maillot noir, maillot jaune, il n'y a pas de souci. Laurie Markkanen plus des joueurs revanchards égale première moitié de saison, t'es en play-off. Pardon. J'étais là genre, pardon. Je sais même pas si on avait fait un apéro dessus, mais au bout de 15 matchs, Utah est deuxième de la conférence Ouest. Heureusement, Danny Ainge, l'autre, il était là genre, les gars, doucement, oh. Il est où mon tank? Ouais. Danny Ainge, il était là genre, oh. J'ai saigné. Moi, j'ai 24 J'ai pics de saigné draft. les Wolves. Me faites pas foirer mon plan. D'accord? J'aurais pris 14 pics de draft contre Rudy Gobert. Merci de me respecter. On avait démarré les saisons avec cette espèce de transition. Au revoir Donovan, au revoir Rudy, au revoir tout. Bojan Bogdanovic, Quinn Snyder. Début de Willardy. Super.
Et on a très très vite une équipe qui tabasse au rebond, qui essaye de faire le Qui nécessaire. attaque bien, hein. Qui attaque bien. Défensivement, on peut discuter, mais en attaque, c'est bon. Hein. Ça passe le ballon, ça fait un gros volume à 3 points, un peu comme il y avait déjà de Quinn Snyder. Hein, voilà. Gros volume à 3 points, beau mouvement de balle, des joueurs en forme, liberté totale à des types qui l'ont pas toujours eu, tu vois, Sexton, Clarkson, et donc évidemment Mark Cannon. Tout à fait. Et ça marche. Ça marche vachement bien. Dès le début de saison, l'attaque de Utah séduit, c'est la darling de l'automne. On a Utah qui caracole dans les hauteurs de la conférence Ouest. Pardon, on n'est même pas encore sur les bails de Walker Kessler, on va y venir. On est dans un groupe qui profite notamment de Malik Beasley, chaud patate, avant de bouger on va en reparler, Jared Vanderbilt qui est intérieur, qui fait le grave le taf. Et donc du coup ce groupe s'éclate. Il y a un Will petit peu Hardy. de D'Angelo Russell aussi, vite fait. Comment? Il y a un petit peu de D'Angelo Russell, vite fait, ou je dis de la... Non, je dis de la merde. Non, Non, t'inquiète, c'est Malik Beasley, ouais, parce qu'après c'est les Lakers. Parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a eu Conley. Non, c'est les Lakers, tout à fait. Ils ont pas vu D'Angelo Russell. C'est-à-dire que Danny Ainge, il a fait hop. Tout à fait, Non. on veut pas de ça. Mais par contre, c'est vrai que tu soulignes un point, c'est que quand on a le début de saison de Utah qui fait le taf, lorsqu'on se ramène à la trade deadline, alors là, bon, Malik Beasley, Jared Vanderbilt. Westbrook? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais tu ne fais que passer, parce que Westbrook et les fans de Utah, il y a un historique. C'est clair que... mais Danny t'es un Ainge, peu il est compliqué. gonflé quand même. Tout à fait. On a, je crois, eu un... Russell Westbrook à Utah, mais oui, bien sûr. Pas de problème. On a eu des bouts de transition. On avait vu aussi du Pat Beverley qui avait dû passer par là, parce qu'en fait, c'était dans le cadre des gros déménagements avec les Wolves. On a des pièces qui ont été récupérées par Utah. Et donc, cette fois, on s'est dit, OK, avec les mouvements qu'il y a eu à la trade deadline, on va faire une petite triplette. Mark Cannon, Kelly Olynyk, parce que, au revoir Vanderbilt. Hein. Mark Cannon, Kelly Olynyk, Walker Kessler. Le front de courte. Impeccable, il n'y a pas de problème. Liberté totale pour Ochai Agbaji qui nous fait une super deuxième partie de saison. Ouais, le rookie. Très très bien. Jordan Clarkson qui cartonne en sortie de banc. 6e homme, tout à fait. Alors qu'il était dans les rumeurs de transfert. Ouais, mais c'est bien les joueurs qui se posent pas de questions. Ça se pose pas de questions, qu'il c'est arrive, quand entier. Ouais, non, c'est vrai. Hein. Feel good story total. Mike Conley, au revoir. Nicky Alexander Walker, au revoir. Beaucoup de joueurs qui en fait faisaient partie de l'effectif au camp d'entraînement qui prennent la porte. Ouais. Et au final, on se retrouve avec, donc comme on l'a dit, fort au rebond, des joueurs qui se battent, revanchards, ça essaye de gagner tous les soirs. Et il y a eu un moment, on s'est dit, putain, ce Jazz va aller en play-off. Après, ça a bien fléchi sur la deuxième partie de saison. Oui. Bien sûr. Mais... Allô Laurie? C'est toi, Laurie? Allô et ça échoue un peu au pied du play-in, 12e, je crois, si je dis pas de bêtises, juste derrière les Mavs. Mais c'est très prometteur. Et en plus, Danny Ainge, dans son style bien particulier, il a déjà ajouté de la jeunesse et en plus, il a déjà anticipé la suite. C'est-à-dire que le type, il y a un truc très prometteur et le type, il est déjà dans un marché de l'été pour rajouter du potentiel, des trucs pas cons et tout, travailler les profils et tout. Donc c'est du bon boulot. Une année hyper sexy. C'était l'année du All-Star Weekend à Utah. On était là genre, ah ouais, on va aller à Salt Lake. Tu parles. C'était trop kiffant. T'avais Lauri Markkanen qui était représentant de la franchise. Ça s'éclate. Les jeunes sont trop bien. Will Hardy, masterclass. Les débuts de Will Hardy, je pense que sur le banc de Boston, ils s'en souviennent encore. Non, c'est super. J'aurais bien aimé l'avoir. Will Hardy qui avait fait ses débuts notamment du côté des Spurs et qui gérait la Summer League des Spurs. Il débarque, il a fait, je connais mon effectif. Alors que pourtant, on s'était marré dans la prévue. On avait fait, Will Hardy, t'auras pas le même effectif en octobre et en avril. Il s'en fout. Il s'en tape. Ouais, ça joue, quoi qu'il arrive. Joué, ouais. Et il y a des franchises qui passent une éternité à essayer d'avoir une identité. On joue dur. Utah sous Will Hardy. Ouais, ça joue dur, direct. T'es mené de 16 points dans le troisième quart-temps. On continue les gars, il y a moyen de gagner. Ouais. C'est vachement bien ça. Non, mais j'aime bien. Non, il y a un vrai truc qui s'est passé. On s'attendait à un gros tank. On a vu un mini tank en fin de saison. Mais de toute façon, avec l'amas de pics qu'il a, Danny Ainge, il en a rien à foutre d'être 12e ou 15e. Ça a été très très bien géré. Tu vois ce que je veux dire, genre, 28 derniers matchs, 18 défaites, 10 victoires. Ah ouais, voilà. Un plat du pied. Pas du pied pour être bien à la loterie, tu vois. Propre. Ah mais non, mais un enroulé, Titi Arsenal. La passe à deux mains, mi-hauteur, niveau du torse. Exactement. Tac. Les classiques, les fondamentaux qu'on aime. Donc, au final, comme on l'a dit, 37 victoires. T'es large au-dessus de... Est-ce qu'il y avait un fan de Utah l'année dernière qui aurait pu dire 37 victoires? Nous, on avait combien? 20 et 24, c'est ça? Moi, j'avais 20. Moi. Putain, moi j'avais 24. Dernier, je crois. Ah oui. Mais normal. Normal, je sais pas, quand tu vois la saison, après tu te dis, ah ouais, ok et tout. Mais bon, j'avais... Voilà.
Je pensais qu'ils allaient me trader beaucoup plus de mecs tout de suite. Bah ouais. Je pensais pas que Markkanen pouvait. Enfin bref, voilà. Bah que Markkanen allait faire une direct 2006 en fait. Exactement. Et puis, ouais, les recrutements faits par Danny Ainge et l'utilisation de Will Hardy, c'est un strike. Tout à fait. On va en reparler après dans le marché d'été. Juste pour finir, je rappelle les stats de Lauri Markkanen, puisqu'Alex en parle. MIP, All-Star, représentant du Jazz, All-Star Game à domicile. C'était pas une blague, hein, direct 2006. 26 points, 9 rebonds, 2 passes, quasiment un compte d'interception, à 50% au tir, 39% à 3 points et 88% au lancer. Le type fait 2m13. Hein. Kevin Durant, Finlande. Ouais, c'est ça. Kevin Duranten. Petri Durant. Exactement. Non mais bien sûr. Tous les classiques qu'on connaît de Finlande. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est bougé, ça continue à bouger. Hein. Ça continue à bouger. Danny Ainge, de toute façon, on le sait, il n'est dans le kiff que quand il bouge, que quand il y a du transfert dans tous les coins. Et le soir de la draft, c'est son petit gâteau à lui. C'est son petit dessert. Ouais, c'est clair. Non, Évidemment. Bah, il y a eu du mouvement, on va regarder tout ça. Allez, on y va, on regarde. Dans le marché de l'été. Le gros tableau. Le gros tableau du Utah Jazz. Ça bouge. De manière plus raisonnable que ce qu'on aurait pu croire, mais ça bouge. Mm-hmm. Déjà, ça prolonge Jordan Clarkson. Très bien. C'est bien. Favori des fans. Est-ce que c'est le prolongé pour le garder ou est-ce que c'est le prolongé et puis un de ces quatre il va finir dans un trade? Au moins t'as le contrat. Ça, seul Danny Ainge le sait. Ouais. Mais c'est ça, il a le contrat. Il aime bien ça. Et c'est pas surpayé. Non, c'est tout à fait tradable. Tout à fait tradable. Si ça vous intéresse, je peux vous sortir le chiffre. Bouge pas. Mon Clarkson, je crois que c'est 50 millions sur 4 ans. 3 ans, 50 millions. 3 ans, 55 millions, moi j'ai. 3 ans, 55 millions, autant pour moi. Tout à fait. C'est bien. Propre. C'est bien. Après, il y a des départs. Odiguet, Toscano Anderson, Azubuike, Damian Jones. Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs de basket réels là-dedans. Ouais. Donc on verra où ils atterriront, on verra ce qui se passe pour eux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que de l'autre côté, on a des arrivées made in Danny Ainge. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le trade autour de Collins. On fait venir John Collins. Cadeau, il n'y a pas de contrepartie. Hein. Non, on encaisse, arrangé Atlanta, hein. On encaisse le salaire. Danny Ainge a utilisé du cap pour encaisser John Collins. Et à côté de ça, il est arrivé à la draft et il a fait bonjour, je vais faire l'une des meilleures soirées de draft parmi toutes les équipes qui sont présentes. C'est vrai. On a dit que Utah faisait partie des vainqueurs le lendemain de la draft. Hein. Taylor Hendricks en 9. Super. Keyonte George en 15, 16, ouais, par là. Super. Et en fin de premier tour, Brice Sensabo. Tout à fait. Des joueurs jeunes, avec du potentiel, qui viennent remplir certains besoins de l'équipe, parfois tout de suite, parfois plus sur le moyen long terme pour du potentiel, mais en tout cas, tu rajoutes à ça un petit Omer Yurtseven là, qui a été gratté, et tu te retrouves avec un mercato d'été par Danny Ainge où tu dis putain c'est un super taf, et tu commences à dire attends est-ce qu'ils vont pas être compétitifs dès cette année en fait? À voir, mais c'est vrai que c'est sexy. Sur le papier, le Jazz, c'est mal, sexy, tout à fait. John Collins s'est récupéré à voir, on va parler après des rotations, parce qu'il y aura un gros travail pour Will Hardy de rotation sur le front de course. Est-ce qu'ils ne vont pas être compétitifs dès cette année? J'ai pas dit que ça allait être le cas. Tout à fait. J'ai dit que tu peux te poser la question. Bien sûr. Attention. Moi je disais John Collins, là c'est parce qu'il y a des belles acquisitions, mais après il va y avoir un gros travail de Will Hardy. Dont on bah oui, obligé. Après. Ça c'est sûr et certain. Par contre, ouais, les 3 gamins de la draft représentent 3 profils et donc 3 types de besoins différents. Keyonte George à la main, on va en parler dans la section suivante. C'est quoi la main du futur à Utah? Taylor Hendricks. On est en 2023, bientôt 24, bientôt en 2030. Il te faut des 6'9", 6'10", capables de défendre partout, rentrer leur shoot évidemment, et avoir un bout de potentiel à développer. Ouais. Bryce Sensabo, il n'y a pas d'équipe qui va très très loin sans un bête de score en sortie de banc. C'en est un. Est-ce qu'il va traduire tout ça en NBA? On va voir, mais en NCAA, c'en était un. Tout à fait. Et donc du coup, on est classique dans ce Utah Jazz, dans un classique de reconstruction ou sorte de transi-construction. Tout à fait. Où en fait, t'as plein de pépites potentielles et il faut maintenant définir qui est plus qu'une pépite, qui est un pilier fondamental de la reconstruction. Il faut mettre en place une hiérarchie, il faut mettre en place une rotation, il faut répartir la marque, il faut mettre en place une meilleure défense. Il y a du taf. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il faut voir, souvent, vous savez, dans la reconstruction, on voit par exemple là, avec les équipes qu'on a fait, Indiana, OKC et autres, quand on a fait des previews, t'as plein de noms, t'es là genre, ouais, c'est trop excitant, pareil à Houston. Mais qui est encore là dans la preview dans 3 ans? Qui est encore là dans la preview dans 3 ans? Qui est encore là à la fin de la saison? Eh oui. Non mais c'est vrai. Eh oui. Alors après, l'avantage, c'est qu'ils ont un coach prometteur.
J'adore. Non mais c'est vrai. Ah bah. Et que ce coach prometteur nous a montré que quel que soit un peu l'effectif qu'on lui met dans les mains, il est capable d'organiser ça et de faire en sorte que l'équipe joue et joue dur. Monsieur Willardy va quand avoir même du travail. Ouais. Qu'est-ce qu'il va devoir faire, Alex? Il va mettre 5 joueurs sur le terrain d'abord pour commencer. On va en parler Ouais, on y va. tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Nous sommes dans le bureau de Willardy, dont Alex a fait un magnifique éloge juste avant. On va devoir discuter avec Willardy, Stoneface, des 5 joueurs et des rotations, des 5 joueurs qui seront sur le terrain à l'entre-deux. Avant ça, le petit gros visuel. Made by Léonce, battez-vous dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec les noms inscrits au moment où on parle. Un effectif profond, deep, rempli de joueurs de talent. Comme d'hab, Alex, je te pose la question et je la pose à la fanbase de Utah et au simple observateur. Est-ce que tu as des verrous? Si oui, combien dans le 5 majeur? Bah, j'ai l'impression que j'en ai 5. Ah, j'en ai 4. J'entends. Oui, ça peut être un petit 4,5 on va dire. Mais non, mais j'en ai 5 en fait. Je pense que j'ai mon 5 majeur pour démarrer la saison. Il y a un poste qui me fascine parce que j'ai une incertitude réelle. Ah ouais? Ouais, D'accord. c'est le poste de meneur. Bah, de toute façon, c'est logique. Mais je pense quand même qu'il y a un clair gars que tu mets, en fait, pour moi. On va en débattre. Mettons-nous d'accord au moins sur les verrous. Il y a 4 joueurs, c'est safe. Bah, je pense que John Collins n'est pas venu pour cirer le banc. Donc il va être le poste 4 titulaire. Starting forward chez le Utah Jazz. À côté de Markkanen. Starting forward chez le Utah Jazz. À côté de Walker Kessler. Starting center. Le oui. front de court de Utah est très clair. Ouais. Et puis même le poste 2. Hein. Ocha Agbaji. Agbaji. De toute façon, c'est simple. Clarkson, il sort du banc. Enfin... Et Keyonte George, c'est une sorte de combo. C'est plus un combo quand même qu'un vrai meneur, je pense. Ouais. Et donc, je pense que dans un premier temps, il va être utilisé en sortie de banc. Dans un premier temps. À voir, justement. Ouais, c'est ouais. tout le débat, notamment autour de Utah cet été avec le camp d'entraînement en cours. C'est. Tu sais que le front de courte, c'est le front de courte. Et même Ocha Agbaji, tout à fait, parce que les coups de téléphone qui ont été passés à Utah en février dernier, ils ont reçu la réponse suivante. Walker Kessler, Ocha Agbaji et Lauri Markkanen ne sont pas discutables. Je comprends. On peut le remettre. Ça changera peut-être, mais là, tout de suite, à l'instant T, je comprends. Et donc, merci Kilo Olynyk pour les services rendus en tant que titulaire, puisque l'année dernière, si je dis pas de conneries, il était Il est pas mal titulaire, ouais, il a été... à 68 reprises quand même. Voilà. Hein, Et là, 68 matchs. il va sortir du banc, je pense. Je pense qu'en effet, après, en fonction de la match-up, peut-être qu'il y aura des variantes, mais on a plutôt le sentiment que ça va être John Collins avec la Et je compagnie. pense que Taylor Hendricks, Brice Sensabo et pourquoi pas l'italien Fontecchio et tout ça, c'est des mecs qui vont être parfaits pour organiser une rotation. Tout à fait. Dans un premier temps. Parlons, si ça te va, et je veux bien l'avis des gens et le tien, de ce poste de meneur. Parce que c'est une réelle conversation aujourd'hui. Il y a différents profils, mais un type de besoin. Comment est-ce que tu fais? Moi, personnellement, je commencerai par Colin Sexton. Titulaire. La saison. Deux raisons à ça. Je pense que balancer Keyonte George en meneur titulaire comme ça d'entrée, c'est pas forcément lui faire un cadeau. Je pense vraiment que c'est plus un combo, voire plus un 2. Et c'est l'impression que j'ai de ce que j'en ai vu en termes de jeu. Et en plus, à côté de Agbaji, Markkanen, John Collins, tout ça, l'idéal de toute façon, ce serait un meneur qui n'ont pas le Jazz en stock. Ce serait un gestionnaire pas trop porté sur le scoring et plutôt porté sur défense, mettre ses 3 et distribuer le jeu en attaque. C'est dommage qu'il ne mette pas ces 3 parce que j'en ai pas parlé dans le coup d'un rétro, mais la fin de saison de Chris Dunn a été super à Utah la saison dernière, mais il ne met pas ces 3. Donc je ne pense pas qu'il va pouvoir tenir titulaire. Par contre, défensivement et en termes d'application discipline, je pense que dans les systèmes de Willardy, il va avoir sa chance. C'est pour ça que je te dis, Keyonte George, je veux bien voir, je doute pas un seul instant de son talent, j'adore. Mais pour moi, je le mets plus dans une catégorie de à la Bradley Beal, tu vois, que en vrai point guard. J'entends. Mais après, on va voir. En fait, oui. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. J'arrive pas à mettre Colin Sexton en verrou. Ah bah non, mais attends, j'ai bien dit au moment où on parle. Oh non, parce que vous disiez si on était avec 4 verrous ou 5, moi j'avoue que sur là, le poste de meneur... pour démarrer la saison, moi je pense que Colin Sexton va être titulaire. Ok. J'ai l'impression qu'il y a autant de chances que Colin Sexton soit titulaire que Jordan Clarkson. Si ça se trouve, ils vont nous foutre Clarkson. Ouais. Ils vont nous étonner, ils vont nous foutre Clarkson là-dessus. Ils vont l'enlever du 6e homme, ça lui va tellement bien. Ça lui va tellement bien. Ça me paraît très bizarre, mais... Je suis d'accord. Mais en fait, les raisons notamment exprimées par certains observateurs de Utah, notamment les beat reporters, c'est s'il faut quelqu'un
d'expérience et de playmaking qui soit capable de quand même distribuer les bons caviars et les bons ballons à droite à gauche, c'est pas le registre de Sexton. Et c'est pas vraiment celui de Clarkson non plus. Hein. Et c'est pas le registre idéal de Clarkson, mais c'est le meilleur des trois à l'heure actuelle pour distribuer. Donc t'es d'accord, point faible identifié tout de suite dans le backcourt au poste 1. Tout à clairement. Fait. Tout à fait. T'as pas vraiment le gars qu'il faut par rapport aux autres gars de l'effectif. D'ailleurs, moi, c'est ce que je m'étais mis dans mes notes. Moi, je trouve qu'il y a un super front de courte. Ah oui, bien sûr. Les titulaires et les possibilités que t'as en rotation, il n'est pas du tout dit que Taylor Hendricks, j'adore. Ah bah oui. Fasse pas des gros dégâts très vite. Par contre, on est beaucoup moins sûr du backcourt. Oui. Parce que Agbaji doit confirmer. Oui. Clarkson, pour moi, c'est plus un 6e homme. Et tu n'as pas de vrai gestionnaire en poste 1. Non, mais bien sûr. Ça va te jouer des tours, c'est sûr. Sur le front de courte, je te suis totalement. Il y a des blessés, il n'y a pas de problème. Olynyk va être en sortie de banc, il y a du Yurtseven potentiellement. Hendricks, tu l'as dit, et tu peux parfois avoir du John Collins ou Mark Allen. Les deux peuvent être interchangeables. Il n'y a pas de souci. Même Lucas Samanic, s'il faut qu'ils ont conservé. Tyler Horton-Tucker, je crois, fait encore partie de l'effectif. Oui. Avec Simone Fontecchio, donc tout ce qui est forward, et Bryce Nsabo, tout ce qui est forward, c'est deep. Tu l'as dit, c'est sur le backcourt qu'il y a des vraies interrogations. Si j'avais un rêve, et Utah a bien connu ça avec un certain Donovan Mitchell par le passé, c'est que Keyonte George est tellement fort et épate tellement dès le camp d'entraînement qu'en fait, au bout de 6 semaines, c'est le meneur titulaire. Mais le problème, j'entends ce que tu dis, mais moi je pense que, entre guillemets, le problème là-dedans, c'est que si Keyonte George est comme tu dis, c'est la place d'Ochai Agbaji qui va prendre. Pourquoi ? Parce que je pense pas que ce soit un meneur, moi, Keyonte George. Comme Donovan Mitchell, en fait, je pense pas que ce soit un meneur, tu vois. C'est pas des meneurs. Non, bien sûr. C'est des mecs qui peuvent jouer en 1. Hein. Ils peuvent te tenir la balle, ils vont te la monter la balle. Mais c'est pas des vrais meneurs. J'entends. C'est des scoreurs, dans le type de profil, Keyonte George va être surtout un get buckets, tout à fait. J'aimerais éviter une association Keyonte George, Jordan Clarkson en sortie de banc, parce que ce sont plutôt des similitudes, quoi, en fait. Je suis d'accord. Et donc, c'est en ça que j'aimerais bien que Keyonte George puisse avoir vite des responsabilités. Aussi parce que, et j'ai hâte qu'on ait ce débat, notamment peut-être dans une autre section, est-ce que la timeline de Utah, c'est d'être compétitif là, ou c'est essayer notamment de développer des talents pour voir jusqu'où ils peuvent aller ? Tout à fait, mais quand tu veux bien développer des talents, il faut quand même les mettre au bon poste. Je suis d'accord. Toujours tout de suite plus compliqué pour un mec. Mais après, ça veut pas dire que Keyonte George peut pas être un poste 1. Mais du coup, c'est pas à côté de 2 à la Agbaji ou à la Clarkson. C'est à côté d'un autre type de 2. Ou alors, comme l'a fait Donovan Mitchell à l'époque, et on prend l'exemple de Donovan Mitchell parce que c'est Utah, mais c'est arrivé dans plein d'autres équipes, hein, comme le font ce genre de joueurs, c'est que le mec il arrive, et en fait au camp d'entraînement, puis après on le voit en sortie de banc, le mec il a l'air tellement fort que on est là, on va voir les gars, on fait Clarkson, désolé, on va être obligé de... Enfin tu vois, on va gratter dans ton temps de jeu, et puis fais gaffe à toi avec Badji, parce qu'en fait... il y a un garçon là, il est peut-être moins athlétique que toi, mais en termes de smoothitude, de finesse et de mettre des paniers, il est complètement incroyable. Bien sûr, je suis d'accord. Après, Oakchai, il a un... Ah non, il a montré des super trucs, je veux pas l'enlever. Hein. Non, bien sûr. Loin de moi l'idée. Et puis c'est un des plus intouchables du 5 majeur, évidemment avec Lowry et Walker Kessler, parce qu'il a une capacité... malheureusement, c'est un peu compliqué si tu t'appelles pas Chris Dunn, c'est que défensivement, sur la ligne extérieure à Utah, spoiler, les grands attaquants, s'ils viennent, ils vont être défendus par Ocha et Agbaji. Ah de toute façon... Ce sera pas par Clarkson, ce sera pas par Sexton, ce sera pas par Keyonte. Exactement. Ah mais non, mais attends, Agbaji, c'est un pépère. Hein. Ah oui. Il est athlétique de ouf. C'est un 2 qui pourrait être 3. Hein. Et Keyonte George, je suis en train de chercher là, vite fait, là, un petit taille-poids, là. Pourquoi je l'ai pas, là ? Voilà. Il est un peu plus petit et il est ledge. C'est un joueur... Enfin, Keyonte George, moi, il me fait penser, j'ai dit Bradley Beal, mais j'aurais pu dire McCollum, tu vois, par exemple. Dans cette lignée, hein, je lui souhaite au niveau. Mais il a vraiment le talent, il a vraiment la finesse, tu sais, tu sens le toucher, tu sens le handle, tu sens la facilité, le mec il finit, mettre des paniers, c'est pas un problème pour lui. Par contre, je suis d'accord avec toi, athlétiquement, et c'est pour ça qu'on va voir comment il va s'épanouir, mais c'est pour ça que je le mets plus dans un range à la Clarkson, parce que je me dis peut-être un jour, connaissant l'ami Danny Ainge, il va voir une opportunité des mecs qui sont intéressés par Clarkson, il va faire Jordan, merci beaucoup, super service rendu. Mais nous on a Keyonte George et ton contrat, il s'en va là-bas. Non mais c'est vrai. Et si ça se trouve, le temps qu'on parle, ce sera Colin Sexton qui sera dans la tangente, parce qu'en fait, Colin Sexton, il a montré des choses intéressantes, mais il y a aussi des incertitudes sur les soucis de santé qu'il a pu avoir, de blessures, et donc qu'est-ce qui fait partir du projet. Moi j'avoue que si Will Hardy il écoute cette vidéo, vas-y, épate-nous, mets-nous Keyonte dans le 5 majeur. Allez, c'est culotté, mais c'est la timeline de Utah. On est culotté, on y va, on sait pas, on va voir. Si ça se trouve, ce projet, ouais, il y a un plafond à aller péter.
Et Mais se ça trouve, demande du Keontae culot. George te le permet. Hein. Eh ouais. J'aimerais bien. On est en tout cas d'accord sur les autres postes. Comme tu l'as dit, sur les forwards, il y a tout ce qu'il faut. Sur le backcourt, on aurait bien aimé avoir d'autres choses parce que moi, j'aime bien Johnny Juzang, notamment pour Artie à 3 points, énorme sniper. Ouais, mais Mais derrière, il faut vraiment faire confiance à Chris Dunn et à Colin Sexton et Jordan Clarkson. Quoi. c'est plus compliqué. C'est bien, mais c'est un peu compliqué. Ouais. Je sais pas si, là, Utah va nous révolutionner défensivement. Quoi. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas, et je pense que ça va être l'un des soucis numéro 1 de Monsieur Willardy. Tout à fait. C'est pour ça que je te dis Keontae George, si on disait ah ouais, il leur faut du point et tout machin, je te dirais bah oui, allons-y, Keontae George. Mais là, Keontae George, il répond pas à tes besoins, je trouve. Dites-nous qui vous avez dans le 5 majeur de Utah, des questions hyper intéressantes, notamment sur le poste de meneur, le front de courte est plein à craquer. Est-ce qu'on va se poser une grosse question ? Allez, on y va, on pregunta. T'es prêt ? On pregunte. Vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de La pregunta de la muerte. En direct de Salt Lake City, il y a une grosse question qui va nous animer sur les prochaines semaines et les prochains mois à Utah. La question de la mort, Alex, est la suivante. Quelle surprise nous réserve le Jazz cette année ? Jazz hyper surprenant la saison dernière. Est-ce que c'était la saison trop haute pour ensuite redescendre à fond ? Est-ce que ça va être une surprise à la trade deadline parce que Danny Ainge va nous faire des dingueries ? Est-ce que c'est une surprise parce qu'en fait on parle de play-in tournament ? Il y a un éventail énorme. Comment tu vois les choses ? Alors, il y a un paramètre qu'il faut tout de suite donner à tout le monde là, pour parler de cette question de la mort. J'ai juste vérifié vite fait. J'avais mis la note, mais j'ai à peine du mal à y croire. Ce Jazz qui vient de drafter 3 mecs au premier tour là, en 2024, donc à la prochaine draft, si leur pick termine entre 11 et 30, ce qui est possible, c'était le cas, va presque, tu vois, 9e et tout, il va au OKC, le pick. Donc, possiblement, en fonction de la saison qu'ils font, le Jazz n'a pas de pick, pas de first pick, enfin de pick au premier tour de la prochaine draft. Pour du Danny Ainge, pardon. Après, dans les drafts d'après, y a du pick des Wolves, il y a des choses. Mais, donc attention. Donc, quelle surprise nous réserve le Jazz cette année ? Moi, j'ai envie de te dire, est-ce qu'ils sont capables de faire mieux tout de suite que la saison dernière ? Et donc, si tu fais mieux tout de suite, t'es en compétition vraiment pour le play-in et les playoffs. Est-ce qu'on leur souhaite ? Est-ce qu'on leur souhaite ? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de se renforcer avant ? Est-ce que la grosse surprise que le Jazz nous réserve cette année, ça serait pas un bon gros trade ? Gros. À la Danny Ainge. Ah bah de toute façon, spoiler, si vous aimez cette chaîne YouTube, vous avez peut-être entendu Alex nous mettre Lauri Markkanen. C'était quand que tu nous avais foutu Lauri Markkanen ? Quand on a fait le truc sur... non, on a fait un apéro Harden-Lillard. Et on faisait des scénarios de trade pour Lillard. Ça ouais, c'était par là, ouais. On faisait des scénarios de trade pour Lillard. Et oui, parce que, 1, je pense que pour les Blazers, ça peut les intéresser. 2, je pense que Danny Ainge est capable. Après, peut-être que Lillard, a posteriori, Lillard n'est peut-être pas la cible. Encore que vu ce qu'on vient de dire sur le poste 1 du Jazz, pardon. Mais peut-être que c'est pas Markkanen que tu as envie de mettre et tout. Non, mais clairement, parmi les surprises que je vois bien le Jazz nous poser là cette année, moi, je serais pas du tout surpris que Danny Ainge, à un moment ou un autre de la saison, ils se disent attends. Alors, regardez-moi bien. Là, lui, il était intouchable, il ne l'est plus. À partir du moment où tu me l'accroches à du Sexton, à du Chris Dunn ou à du je sais pas quoi. John Collins. Ou du John Collins, exactement. Et ah ouais, tu veux vraiment Ochai Badji ? Bah écoute, je vais réfléchir. Je te fais un package de fou, mais il me faut Paul George. Je sais pas, je balance Paul George, j'ai aucune source, j'ai rien du tout. Paul George à Utah, alors là, franchement, non, mais je crois qu'il fait une chute d'organes. En gros, Markkanen, regarde, qu'est-ce qui se passe si Markkanen il continue comme ça, level All-Star, mais que t'as l'impression que ça stagne côté Jazz parce que t'es trop limité dans le backcourt, t'es trop limité en création. Peut-être que Danny Ainge va se dire putain, mais il faut absolument. Et que oui, on aime bien avec Badji, Keontae George, on sent que c'est un projet, mais un projet quoi. Et que du coup, en fait, t'as envie tout de suite d'utiliser des assets que tu as dans ton effectif. Tu te dis, attends, le contrat de Clarkson, le contrat de Sexton, on peut aller regarder des gens droit dans les yeux avec ça. Tu serais plutôt en mode transfert ? Oui. Pour aller récupérer des gros joueurs ? Ouais, en mode, c'est pas du petit transfert de bricolage. C'est genre, on monte sur un blockbuster. Utah monte sur un blockbuster. Ok. Voilà.
Voilà ce qu'ils peuvent. Ça peut être ça la surprise côté Utah cette année. Moi, j'ai l'impression que si on regarde Utah historiquement sur le marché, tu fais bien le souligner avec les transferts, Utah n'est pas sexy sur le marché des agents libres. Ils n'avaient pas Danny Ainge avant. Sur le marché des agents libres. Ils n'avaient pas Danny Ainge. Ouais, même. Sorry, non, not mais ils sont sorry. meilleurs pour les trades. Oui, et puis ils n'ont pas trop le choix, désolé, hein, c'est les stéréotypes autour de Utah, Salt Lake City, Mormon, etc. Les 4 derniers gros free agents qu'ils ont eu, c'est Bojan Bogdanovic, Boris Diaw et Joe Johnson. Je schématise les restes de Joe Johnson. les restes d'eux, mais faisons l'historique de la free agency de Utah, c'est très compliqué. C'est vrai. Pour des raisons juste de localisation, comment ça se passe, tout. Et donc, Utah n'a eu que des succès via draft et trade. Donc, je comprends ta piste par rapport au trade. J'ai le sentiment que c'est un petit peu tôt. Peut-être. Et donc, du coup, s'il y a une surprise que peut nous réserver le Jazz, c'est qu'en fait, on doit conserver notre pick. Et on va en effet shut down un début de saison qui peut être intéressant pour en fait rester proche. Un petit tank à partir de janvier. Un petit tank, par exemple, en mi-saison. Et genre, t'en profites à la deadline, tu lâches Sexton contre des deuxièmes tours de draft ou je sais pas quoi. Là, Tout c'est à ça fait. Et d'autres gars potentiellement pour continuer à avoir des assets de draft. Et tu dis à Chris Dunn, vas-y, shoot. Par exemple, vas-y. Pull up. Arrose. Pull up, Christophe. Mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, là, on vient de le voir avec la sélection de Bryson Sabo, Tyler Hendricks et Keontae George. On l'a vu parfois à outrance avec ce qu'avait pu faire Philadelphie dans le process ou OKC par la suite ou d'autres franchises, on va le voir là avec Houston. C'est, on doit passer par la draft, il faut qu'on sélectionne un maximum de talents dans l'espoir que sur les 12 prochains, il y en ait 2 qui deviennent des giga cracks. Ouais. Comme ça s'est passé avec Donovan Mitchell, comme ils l'ont fait avec Rudy lorsqu'ils avaient fait un transfert le soir de la draft, parce que Rudy avait été Denver, Ouais. qu'il avait tout à fait en droit de draft. Donc moi j'irais dans la piste wait, j'ai l'impression que c'est une année d'évaluation, parce qu'on est un peu encore chamboulé de ce qui s'est passé l'année dernière, on sait pas c'est quoi Utah, j'ai l'impression, on sait pas trop. Et je sortirai un petit peu le... Ouais, c'était bien, on s'est bien battu, il faut continuer à se battre parce que c'est une équipe de Will Hardy, mais continuons à drafter haut, parce que c'est par là que viendra notre salut. Non, mais j'entends, d'ailleurs, ta théorie est tout à fait, elle est même plus probable que la mienne. Ah ouais ? Ce serait moins une surprise, je trouve. C'est pas plus Danny Ainge d'aller chercher quand même de la star dans des trades ? Non, Danny Ainge, c'est le genre à tanker pour garder son pic. Non, pour moi, ça me surprendrait moins. Je pense que c'est plus réaliste, ta théorie, mais je pense qu'elle est moins surprenante. Je pense. Donc, Mais voilà. quitte à s'amuser, ce qu'on est en train de dire succinctement dans cet apéro, c'est qu'après une saison de malade de Lauri Markkanen, bouclette, Batou parfait, Utah, etc., il y a une vraie probabilité qu'en février il soit plus là, par exemple. Non, mais il y a une probabilité pour que Danny Ainge, si Markkanen reproduit la même saison, moi, ce qui me surprendrait pas, c'est que malgré ça, il fasse ta théorie, c'est-à-dire qu'il sorte un tank et qu'il finisse pas trop haut pour garder son pic, comme tu viens de le dire. Et ce qui pourrait être surprenant, c'est de voir Danny Ainge tout de suite essayer de atteler des pics des Wolves dans les années futures à du Sexton et ou du Clarkson et ou du Chris Dunn et pourquoi pas direct tout de suite Agbaji ou j'en sais rien, tu sais, genre on est là on fait waouh, ok d'accord, parce que qu'est-ce que j'allais dire, parce que tu peux récupérer, je suis en train de chercher, tu vois, un joueur qui collerait dans ce délire là et tout. Pas facile. Non, c'est pas facile, faut trouver, tu vois, le bon gars. Mais comme tu vois, on vient de voir les Rockets se mettre la blinde à un Fred VanVleet, c'est typiquement le genre de meneur que moi j'aurais aimé voir atterrir à Utah. Parce que je pense que ça aurait bien collé. Donc est-ce qu'il y en a d'autres, des mecs comme ça que tu peux aller chercher ? Peut-être. Si oui, lesquels ? Mais en tout cas, si jamais il y a des choses dans ce genre-là qui bougent, je pense que la surprise, ce serait justement de voir Danny Ainge casser son petit process de rebuild pour essayer de l'accélérer et de faire un blockbuster pour ajouter un mec All-Star ou potentiel All-Star tout de suite à côté de Markkanen. Et là où je te suis, c'est que c'est plus ce qu'on a pu voir à Utah précédemment, où ce sont des pièces additionnelles que forcément des pièces fondamentales. C'est-à-dire que les pièces fondamentales, c'est celles qui viennent de la draft, Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Et s'il faut aller faire du transfert en mettant des assets, tu vas aller chercher Mike Conley. Voilà, c'est ça. C'est des gars qui ont de l'expérience et qui ont la capacité level individuelle à faire passer un cap. Et donc Utah a fait de la saison numéro 1 de la conférence Ouest en prenant ce modèle-là. Ils n'ont pas 35 modèles, Utah. Non.
Et donc là, t'as pas envie non plus d'être ventre mou, puisqu'on vient de parler d'une franchise ventre mou. Peut-être en effet que Utah, peut-être qu'on est en plein dans le mur, et ça se trouve, Utah va nous jouer le play-in tournament et va dire fuck it, on a un vrai. Mais encore une fois, ça serait une surprise. Mais ouais. Utah va nous surprendre, je pense, quoi qu'il en soit cette saison. Ok. On est d'accord là-dessus? Enfin, surprendre. Je sais pas s'ils vont nous surprendre, mais tout est sur la table, en gros. En fait, c'est ça le vrai truc. Tout est sur la table. C'est que comme on s'attendait tellement pas à ce qu'il fasse la saison dernière, on s'attendait pas au niveau de Markkanen. Je pense que même du côté du front office du Jazz, il se dit attends. On a besoin d'en voir encore un peu pour commencer à prendre des décisions. Danny Ainge et Justin Zanuck, évidemment, à la direction. On suivra tout ça. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort. T'avez autre chose à ajouter? Bah non, va falloir Gérarder. Mais oui. Allez, Nous sommes d'accord. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex le backflip. Propre. 100%. Hein. On est sur du 100%, on est dans ce genre de clip. Steph Curry sur la ligne de lancer. Hein. Ok, Alex, c'est automatique, les yeux fermés. Nous sommes dans le Gérard d'or. Dans cette section, c'est très simple. Il y a des fans à Utah vers 3h du matin, 3h, 3h30 du matin, qui sont là à vociférer des choses pas très très cool. Mais par contre, qui vont nous faire cliquer sur le Utah Jazz. Pourquoi? Il y a un joueur, c'est un Gérard. C'est lequel chez vous? Alex, qui est ton Gérard? Taylor Hendricks, le rookie. Le numéro 9 de la draft. J'adore son profil. Je l'avais déjà dit quand à la moment de la draft, quand on avait fait une mock draft et tout machin. Alors évidemment, le Jazz vient de recruter John Collins et il y a déjà Markkanen pour donc les forwards. On a nos titulaires. Maintenant, est-ce que John Collins est un titulaire éternel à Utah? Je veux bien qu'on en reparle. Pas sûr. Et est-ce que Taylor Hendricks, avec son profil de protecteur de cercle, défenseur d'aide, je rentre des 3 points, je joue bien athlétique, bien vénère, bien... J'aime bien ce genre de joueur, un peu pogostique, là, qui rentre des 3. Il a un drôle de geste, hein. Allez voir. Il a un drôle de geste, mais ça dégaine vite, et ça part de haut, et ça rentre bien. Je pense que son shoot peut complètement débarquer en NBA et être efficace. Maintenant, quel genre de temps de jeu il va avoir dans la rotation mise en place par Will Hardy? Est-ce qu'il va être le premier replaçant dans les ailes? T'as quand même Taylor Horton-Tucker, éventuellement Fontecchio. Tu vois, on va voir comment... Il y a du monde. Des fois, Agbaji, il peut glisser en 3 parce que tu fais rentrer Clarkson et ça t'arrange. Ouais. C'est une vraie interrogation à l'heure actuelle avec Taylor Hendricks. Quelle production et donc quel temps de jeu, en fait, surtout? Parce que moi, je pense que temps de jeu va égaler production avec Taylor Hendricks. Il va défendre, dur. Et c'est pour ça que j'y crois, parce que je pense que Will Hardy, il est en train de le voir à l'entraînement et il fait « Oh, dis donc. Oh, c'est bien ça. Oh, il se bat sur les rebonds, même à l'entraînement. Regarde le rebond qui vient de gratter sur la tête de John Collins. Ça monte. Hein. Taylor Hendricks, ça monte, ça se bat, ça va défendre, ça va contrer, ça va jouer ligne de passe. S'il est à peu près efficace à 3 points, comme il va pas trop réclamer la balle, c'est plutôt cool pour jouer avec des Sexton, des Clarkson, des Keyonte George et même Mark Allen qui a besoin de tir. Non, franchement, pour tourner autour de Walker Kessler, là, moi j'aime beaucoup. Hein. Donc ça, c'est vraiment mon... C'est mon Gérard, je vais cliquer sur le Jazz en me disant allez, vas-y, fais rentrer Taylor Hendricks, s'il te plaît. Allez, vas-y. C'est quoi son... faut lui mettre quoi comme VHS et comme poster dans sa chambre? C'est quoi? C'est Jaren Jackson Jr.? Oui, pourquoi pas, j'aime bien, je pensais pas forcément non, tu vois, ça si en premier. On devait trouver des noms un peu de forward. Je trouve que Taylor Hendricks, c'est plus un 3-4, enfin un 4-3 qu'un 4-5 comme Jaren Jackson. Je peux me tromper, mais on va le voir à l'usage. Qu'est-ce qu'on a comme profil un peu comme ça? C'est un peu bâtard. Rashard Lewis qui défend. Après, je lui souhaite d'avoir le shoot. J'aurais aimé que Rashard Lewis défende comme Taylor Hendricks peut le faire. Ouais. Mais par contre, le shoot, bonjour. Mais oui, Rashard Lewis qui défend. Alors, si tu vas sur du très très riche, bon, bah, il y a du Kevin Durant, mais c'est très très riche. Hein. Voilà. C'est juste la taille et puis le côté comme ça et puis un peu le shoot, un peu le geste un peu chelou mais qui rentre bien. On lui souhaite ce handle. Ah bah on lui souhaite le handle, on lui souhaite même le shoot, hein, attention. Même la défense limite on lui souhaite en fait. Enfin voilà. Quoi. Non. Plus sérieusement, j'aime bien l'exemple Rashard Lewis. Je pense que dans la NBA actuelle, il n'y a pas non plus 12 milliards de profils. Il y en a un récent. Jabari Smith Jr. Hein. Tu peux trouver des correspondances. Tu peux trouver des correspondances. Ouais. Après, Jabari Smith Jr., lui aussi, c'est peut-être plus un 4-5 qu'un 4-3.
Il est un peu moins épais, hein, Taylor Hendricks. Je sais pas si vraiment tu le glisses en 5. Je pense que tu glisses plus John Collins en 5 que Taylor Hendricks. Ce qui d'ailleurs peut être très intéressant pour faire des line-up pour Will Hardy quand tu veux sortir Walker Kessler et que Olynyk t'énerve. Tout à fait. Ou que Omer Yurtseven, voilà quoi, il est en train de préparer. Je sais pas d'ailleurs ce qu'il est en train de préparer. Il est quoi? Il est turc, Omer Yurtseven? Non, mais je cherchais de la nourriture. Tout à fait. La sauce blanche, voilà, il est en train de nous faire une petite sauce blanche. Magnifique. Voilà. C'est vrai que Monsieur Taylor Hendricks va être hyper intriguant. Ah, et puis ils ont j'adore. investi sur lui. Hein. C'est pas un numéro 25 de draft. Non, puis franchement, joueur moderne, quoi. Joueur moderne, vraiment, quoi. Je veux dire, si ça se trouve, on va ressortir les extraits de cette vidéo, on va faire waouh, ok, d'accord. Il y a un côté joueur ultra moderne pour la NBA actuelle chez Taylor Hendricks. Ils devaient prendre un pari. Ils l'ont fait sur Taylor Hendricks. À voir si ça va payer. Monsieur Taylor Hendricks pour Alex. Je passe sur Monsieur Ochai Agbaji. Pour nos chers fans des Cavs qui l'ont entreaperçu. Très très vite fait quand même. Hein. Belle saison à Utah, très beau finish avec cette confirmation donnée par le management comme on en parlait précédemment. On ne touche pas à Ochai Agbaji. La raison, elle est simple, elle est logique, elle est basketballistique. Comme on l'a dit, et comme je l'ai répété, demain, il y a un gros ailier qui débarque à Utah. Qui c'est qui défend sur lui? C'est Ochai. Donc, l'année dernière, on était sur une 20aine de minutes de jouer. C'était sur la moyenne sur la saison. Donc évidemment, ça a bien grimpé. Et on a vu les titularisations grimper aussi au fil qu'on se rapprochait du mois d'avril. Et la production montait avec les minutes. Et la production ce qui est toujours montait. un bon indicateur. Tout à fait. On a pris de plus en plus de tirs à 3 points. C'est encore un travail. Mais en sortie de Kansas, on sait quel est le type de joueur auquel on a affaire. Du coup, pourquoi je vais le suivre? Parce qu'il y a un club qui existe en NBA qui est très intéressant, les clubs des OG, Anunoby, tous ces garçons, où quand tu te ramènes en ville, tu te dis merde, mon gars va être défendu par Ochai Agbaji. Je souhaite que ce garçon rentre dans cette conversation. On parlera d'attaque après. Il est entouré par des mecs qui offensivement font des Ça va, il est pas manchot non plus. Hein. Il est pas manchot non plus, mais c'est pas son handle sur lequel on va. Non, ça, je suis c'est pas d'accord, du tout poser 4 dribbles sur lequel on va l'attendre. Mais il va shooter à outrance, catch and shoot, super. Catch and shoot, super. Si Ochai fait une bête de saison, pour moi, c'est catch and shoot, efficace, et le pilier défensif des lignes extérieures de Utah. Et j'aime bien ta comparaison, c'est un peu un Anunoby des postes 2. Parce que par contre, c'est poste 2. Hein. Oui. Je veux bien qu'il aille défendre des ailiers, mais enfin, il va rendre des centimètres. Tout il à a fait. du muscle, hein. Ouais. Mais il va rendre des centimètres. Je veux dire, en rapport taille-poids, c'est plus un 2. Tout à fait, il va plus prendre des 1 potentiellement défensivement que d'accord. des 3. Et donc, du coup, il y a beaucoup de 1 et de 2 à prendre en NBA aujourd'hui. Il y a ce qu'il faut, surtout quand tu joues à côté de Sexton ou de Clarkson, etc. Ou même Keontae George. Exactement. C'est pas eux qui vont avoir ces missions. Il y a Chris Dunn, par contre. Tout à fait, mais c'est pas un titulaire. Alors que Ochai Agbaji, c'est un titulaire. Et donc, je souhaite que là, dans le club, des verrous, on se retrouve tous les deux et on fasse putain, t'as vu le match là, de Ochai Agbaji là où ok, il a mis 9 points, mais putain, il a mis un verrou de salopard. Et en fait, la clé, elle se situe là aussi sur le développement du Jazz. Parce que si tu restes une grosse attaque mais que t'as rien en défense, c'est foutu. Et aujourd'hui, les 2 grosses pièces défensives, John Collins va aider. Hein. Walker Kessler, c'est super. Mais tu vas surtout compter sur le potentiel de Taylor Hendricks et ce qui se passe avec Ochai Agbaji. Tout à fait. J'ai très hâte de voir ce qu'il peut donner. On lui demande pas grand chose. Moi, je compte vraiment pas sur son scoring et tout. Enfin, je veux dire, sur son playmaking, pardon. Il va catch and shoot. Mais qu'est-ce qu'il fait défensivement? S'il nous épate cette saison, je lui souhaite. C'est des longues carrières, ça. C'est des très très longues carrières. Ouais, s'il se blesse pas, ouais. Monsieur Taylor Hendricks pour Alex, Ochai Agbaji, évidemment, on suivra tous les gros contre et les protections d'arceaux de Walker Kessler et les bouclettes de Lauri Markkanen. On va finir avec le prono. Dans quel sens va le vent autour du lac Salé? Nous allons le savoir tout de suite. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. C'est l'heure du pronostic. Allez. Pronostic time. Pronostico. Et oui, il y a un moment donné, il faut donner un chiffre. Et plus on avance dans les previews, plus ça se complique. Parce qu'il faut que ça rentre dans le tableau, tout ça. Vous avez encore des petits trous là dans le bas ou le haut de la Niveau conférence flexibilité, on commence à être un peu comme Carny Sauvas. Hein. Ya. Hein, serré. Serré, tout à fait, comme dans les ORD. Dans cette section, c'est très simple, on va vous donner l'avenir. Avant ça, on rappelle les gros messages. Gros message, bandeau jaune, 18 ans, moins de 18 ans, pas le droit de jouer. Voilà, comme ça c'est simple. Plus de 18 ans, le droit de jouer, mais pas pour autant faire n'importe quoi. Donc on ne mise pas l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Conseil simple, efficace, honnêtement, suivez-le, même si vous avez envie de jouer. Voilà, il y a des petits conseils de base à respecter qui vont vous changer la vie, ça va rester fun. Tout à fait, ne rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont déjà.
Voilà. Est-ce qu'on a une cote sur le Jazz? Ouais, on a une cote. Elle concerne Walker Kessler. Et c'est cool parce que c'est un joueur dont on n'a pas tant parlé que ça de lui dans cette preview. Super. Tu vois, moi j'étais à 2 doigts de le prendre en Gérardor parce que j'avoue, il m'a fait kiffer. Ah, il est incroyable. Walker Kessler prend au moins 11 rebonds par match sur la prochaine saison régulière. En moyenne par match, 11 évidemment. La cote elle est à 2,05, elle est boostée à 2,45. Bah, en même temps, l'autre il jouait à peine plus de 20 minutes, il en prenait déjà 8,5. Ouais. Donc là, si tu Et pars sur du la fin de principe, saison, il était à 11. si tu pars du principe que Will Hardy va en faire son titulaire, Walker Kessler, c'est 2m16, c'est 115 kg de bidoche, et il sait se placer pour prendre un rebond. Faut contrer déjà et ensuite prendre le Contrer rebond. grave. Ouais. Et mais prendre un rebond aussi. C'est vraiment c'est ce genre de pivot. La restricted area, là, comme on dit, là, c'est restricted. Il y a Walker Kessler dedans. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et c'est les deux côtés du terrain. Accès restreint. T'as 3 rebonds offensifs déjà par match. Ouais, il est Déjà fort. là. Il est bien placé. Et puis il a une bonne technique, donc les joueurs sont obligés de sortir un peu sur lui. Elle est belle. Ce qui l'aide à aller au rebond offensif. Faut qu'il tienne la moyenne sur la saison. Ouais, mais elle est mais belle. c'est pas non plus un truc de fou furieux. Oh, il peut rejoindre le groupe des 10, comme on dit. Ouais. 0 rebond par match, sauf que là c'est 11, c'est ça? 10, c'est un petit côté argent au coffre. 11, bah évidemment, cote à 2,05 qui peut monter à 2,45 parce qu'elle est boostée. J'ai également un over-under. C'est combien? Il est à 34,5. Donc là, j'ai envie de te dire qu'il y a un certain niveau de précision quand même. Ah, Du côté de nos amis de Paris 11 Sport. tu vas préciser les choses? Il y a un petit niveau de précision quand même. Alex à la correction, vous êtes prêts? Alex, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. 24 secondes pour donner l'avenir du Utah Jazz. 3-2-1, Andrei Kirilenko. 35 victoires pour le Jazz. Oui, je sais, je suis au courant. C'est un tout petit peu moins que l'année dernière. Je pense que ça reflète bien tout ce qu'on vient de dire dans cette preview. Je pense que cette saison-là, il va y avoir encore un peu de tâtonnement et tout. Il y a des potentiels à développer. On va voir si Mark Cannon peut remettre ça. Je serais pas surpris qu'il y ait du trade en cours de saison. Je pense que le backcourt est un peu juste. La profondeur s'améliore. Mais ça va être trop court pour aller au play-off, mais même en play-in. 12e, 35 wins. Parfait. Voilà. Tu réfléchis à ton pronostic? Non, Il est non, temps. pas du tout. C'est juste qu'en fait, t'étais en plein dans l'over-under, c'est ça? Ouais, pile poil, c'est ce que je te dis, c'était ciselé. Précis. Je vais essayer de faire aussi bien. Vas-y. 3, 2, 1, top chrono. 33 victoires pour le Jazz, un peu moins que Alex, 12e place dans la conférence Ouest. En fait, je leur souhaite, mais après, c'est beaucoup plus possible qu'ils soient sur le total d'Alex. En gros, ça peut être grave compétitif parce que ça joue vachement dur avec Will Hardy, ça va pas changer. John Collins va grave les aider aussi dans ce sens parce qu'il a de l'expérience. Mais en fait, je leur souhaite, on a parlé de ces histoires de draft, gardez ces pics. Il peut y avoir du trade à la deadline, faisons les transferts. On est sur une année d'évaluation. Évaluation. Donc on va demander confirmation à Laurie, Kessler et Ochai Badji de continuer à faire ce qu'ils ont fait la saison dernière et essayer de développer des jeunes. Mais Utah, c'est pas maintenant qu'on va aller chercher les gros. Je leur souhaite de reculer pour avoir encore des chances à la loterie et avoir un crack à la draft. Ok. Ouais, bah t'es dans le même range que moi, hein. T'es à la même place, déjà il y a 2 victoires d'écart. C'est ça. Et Ok. là, justement, on va C'est montrer bien, ça ça. sur le gros Ouais. tableau. C'est bon. Le gros tableau Ça se avec le remplit. Utah Jazz. Ça se remplit à l'ouest. Il me reste une petite place, t'as vu moi hors play-in? Au calme. On verra qui on met dedans. On va réfléchir, tranquille. On va se donner un peu de temps. Quoi? Ouh là 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 là. Dites-nous vous ce que vous pensez du Utah Jazz. Est-ce qu'ils vont être au play-in, au play-off ou dans le bottom de la conférence Ouest? Ce qui est sûr et certain, c'est que Léonce, Alex, Bibi, on vous fait des gros bisous. On vous attend dans les commentaires. Demain, on se retrouve pour une nouvelle preview des 30 prix en 30 jours. Et je vous laisse avec l'homme des indices. Ouais, c'est pour quand le 15 au plafond?